Donc merci d'être présent à ce quatrième temps de cette audition publique. Ce quatrième temps de l'audition publique va se consacrer à un thème tout à fait complémentaire des trois autres thèmes, vous vous en doutez. Il s'agit effectivement de mesurer à la fois la question des freins et la question des leviers possibles par rapport à l'évolution de la réduction des risques. Et l'évolution de la réduction des risques, des évolutions à la fois politiques, économiques et sociétales. Je m'arrêterai là car le but, bien évidemment, c'est d'écouter nos experts et d'écouter aussi les intervenants de la salle, le public, puisque c'est une audition publique, je le rappelle. Une règle un peu cet après-midi, c'est que nous n'aurons pas de pause. Donc ça va être une dernière ligne droite un peu contraignante, mais parsemée de très belles interventions d'experts et aussi de très fameuses questions. Alors, notre premier expert sur quelles sont les conditions nécessaires au développement de la réduction des risques, notre premier expert est Véronique Naumgrap. Elle va répondre à quelles questions ? En quoi l'évolution de la société moderne influe-t-elle sur les phénomènes d'addiction et leur traitement ? Véronique Naumgrap est anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est aussi l'auteure de nombreux ouvrages et nous l'écoutons. Bien, merci. Alors donc il faut aller, malgré que ce soit l'heure de la sieste, un peu au kilomètre, en joguant. Donc vous voyez que le sous-titre, c'est quelques pistes de réflexion. Donc mes disciplines, l'anthropologie culturelle et l'ethnologie de terrain, proposent des réflexions dont aucune méthodologie ne permet de les valider. Donc voilà, ce sont des hypothèses, mais liées aux suites logiques du travail. Alors, de point en point. Premièrement, pour moi, comme outil, j'ai toujours vu que les différences d'échelle entre, d'une part, la scène de l'ivresse, quelques heures, quelques nuits, et je cite le Zapoï russe, c'est-à-dire peut-être quelques mois, le Zapoï russe, donc je vous le dis très vite pendant que vous lisez, donc c'est Limonov qui raconte ça, c'est 1 litre de vodka toutes les heures. Au préalable, sa mère lui a dit de prendre une cuillerée d'huile pendant les 3 premiers jours. Donc au 2e jour, ça tangue. Après, il explique qu'il est comme un bloc de béton avec ses copains. Et après le 3e jour, c'est la folie. Ils partent. Voilà. Le Zapoï. Mais nous, on a quand même Gérard Depardieu qui dit que pendant 9 jours, il ne dessoule pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, la scène de l'ivresse, elle est souvent visible, collective. Et pour l'observateur, si vous voulez, sur la place publique ou même dans l'espace privé, on peut la regarder. Par contre, il me semble, enfin, pour moi, qu'il faut différencier, mais c'est point de vue de sciences sociales, la trajectoire, la problématique de l'addiction et de la dépendance sur une trajectoire de vie, quelques décennies pour l'alcoolisme, peut-être très rapidement, en temps de guerre, ça se rétrécit, m'avait dit Branko Lang, grand alcoologue ex-yougoslave, décédé, bref. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'est deux échelles différentes qui entraînent des objets différents, des causalités différentes, des examens, des études différentes, et notamment la scène de l'ivresse pour l'ethnologue. C'est pour ça que je soutiens, comment il a dit, l'apicologie. Je soutiens donc l'idée d'observer, de voir la communication non verbale, les forces en présence et tout ce qui se passe pendant la scène d'ivresse. Très hétérogène et très compliqué, pas du tout. Voilà. Alors, en avant, ça marche. Donc, 2e point que je voulais quand même dire, le mot cadre, que j'emprunte au grand Erving Goffman dans son livre Les cadres de l'expérience, et où il y a une préface d'Isaac Joseph formidable, c'est un mot très important pour moi parce qu'un cadre ne fait pas qu'encadrer. Un cadre, c'est comme une ossature qui articule de l'intérieur. Et donc, du point de vue de l'ethnologue, mais aussi du point de vue de l'espace collectif, c'est la problématique de l'illécité, elle est centrale. Pourquoi ? Et elle a à voir avec la production d'images. Pourquoi ? Pour des raisons que des sociologues, je cite le texte de Simmel sur le secret, celui de Barthes sur les frontières, que les sociologues peuvent expliciter. C'est-à-dire, quand vous avez dans
tout l'espace social, dans les tables familiales, ici même, quand vous allez fêter le grand succès, ces deux journées, vous allez lever le verre en disant votre santé, avec un poison dedans. Si vous voulez, quand tout un espace social est baigné par la présence, la technologie, les verres, le bruit, les chants, les objets, la culture de psychotropes licites, ça n'a absolument rien à voir avec l'effet de secret, de frontières que produit la clandestinité. Je vous laisse lire tranquillement parce que me relire me produit une dépression épouvantable. Et donc je dis quand même que le stigmate, la différence que ça produit du point de vue du stigmate, c'est l'enfermement de la figure du toxicomane à la fois dans une pléthore d'imagerie extrêmement codée auxquelles le jeune peut s'amuser à ressembler, la maigreur, etc., et un déficit pour la population à l'extérieur de contact réel avec les réelles situations humaines, compliquées, toujours différentes, et qui sont étudiées cas par cas. Et ça, c'est pour donc d'où le stigmate qui pèse et qui empêche les politiques publiques, les publics, les gens qui veulent se faire élire et qui veulent séduire, qui empêchent de poser les questions fondamentales que vous posez de réduction des risques. D'un autre côté, l'ambivalence du stéréotype lié à l'alcool, il y a l'alcoolique depuis le 19e siècle, c'est une image épouvantable, mais à côté, le buveur, Bérurier, le sergent Garcia, le Falstaff, il y a une culture du boire, il y a des chants, il y a une philosophie qui imprègne notre présent collectif, qui fonctionne sur un long terme brodélien de l'histoire de l'Europe, et qui en même temps a vu un bouleversement des paradigmes scientifiques à partir de la moitié du XIXe siècle et l'introduction de tout le lexique alcoolier et la figure de l'alcoolique. Alors, on y va. Ah oui, ça c'est j'ai bugué. C'est en hommage à mon professeur Corbin qui a fait une histoire du silence. Voilà. Non, le blanc, c'est que j'avais bugué. Histoire du silence, Alain Corbin, mon prof, magnifique, c'est un hommage pour lui. Alors, oui. En quoi la société produit... Moi, la société, je ne peux pas en faire le sujet d'un verbe. Ça n'existe pas comme ça. C'est faire un ectoplasme. C'est impossible épistémologiquement. Donc, je ne peux pas. Mais si vous voulez, par contre, je peux réfléchir, qu'est-ce qui me semble caractéristique dans notre fonctionnement culturel et qui a à voir avec les addictions. Alors, je vais très vite, je vous laisse lire tranquillement. C'est un constat que depuis 2 siècles et demi, nous sommes dans une situation d'individualisme démocratique. J'ai même lu une très bonne description dans Zola de ça. Bon, le mot c'est Tocqueville, etc. Mais si vous voulez, et l'emphase mise sur la construction de sa propre carrière est devenue cruciale dans la construction de l'identité. Et de plus en plus, si vous voulez, le but collectif de nos sociétés d'individualisme démocratique, le but collectif, c'est soi, c'est sa propre carrière. Et j'ai mis entre parenthèses, pour moi, dans les enquêtes que j'avais faites dans les milieux de prostitution, toutes ces femmes disaient « je n'existe pas ». Exister, je n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en bas de l'échelle sociale. Ou alors arriver, pour moi c'est un verbe extraordinaire, arriver, un train arrive, un bateau arrive, d'ailleurs quand un train arrive c'est l'événement, un événement arrive, et puis dans une biographie on arrive, on grimpe, vous voyez c'est puissant comme injonction, arriver. Et donc si on est d'accord, et beaucoup de sociologues, on ne va pas les citer, posent ce fait comme une forte plausibilité, tout du moins dans les démocraties, ça veut dire que ce qui va saboter cette exigence identitaire majeure de devenir soi, d'exister, de grimper, etc., ce qui va saboter sont les addictions. Les addictions telles qu'elles sont mises en image, c'est-à-dire, surtout à l'adolescence, le moment clé des études, le moment clé de la fin de l'enfance, et donc ça produit, à mon sens, suivant Devreux, qui est donc d'avant-guerre, qui a fait des grands papiers, qui sont tous parus en 50, je crois, dans Ethno-psychanalyse complémentariste. Et donc, si vous voulez, ça fait que chaque société produit, sa maladie d'époque, sa bonne façon d'aller mal. Et il est clair, et là je suis complètement d'accord avec Anne Coppel, que pour nous,
compte tenu de cette emphase portée sur le sujet devant se construire, les addictions sont la menace majeure, pas tellement sur soi d'ailleurs, mais sur les enfants. Et pour l'ethnologue du présent, je peux vous dire que la phrase la plus entendue concernant la parentalité, c'est la suivante. Pour moi, je m'en fous, mais pour mes enfants. Voilà. Angoisse écologique, angoisse, mais surtout ces études sacrées qui sont la clé, donc, et qui sont le moment de la construction, et qui sont le moment, la jeunesse, la fameuse jeunesse, les mineurs, du sabotage. Donc voilà, vous l'avez lu, je passe. Ah ben, je ne vais pas me relire moi-même. Il y a 2 ou 3 phrases qui sont... où j'explique mieux. Alors, parce que je ne voudrais pas... Non, on est bien. Oui, ça va? On est bien. On y arrive, on va y arriver parce que... D'habitude, je n'ai pas de powerbook, vous me comprenez? Bon. Il me semble, donc ça on pourrait, avec vos questions, on pourra creuser si vous voulez, mais le deuxième champ à ouvrir concernant cette question, qu'est-ce qui se passe dans notre société, qu'est-ce qui se passe avec la question des addictions, et j'ajoute de la jeunesse, puisque c'est le moment clé, c'est le moment d'enfance, c'est le moment d'anxiété, et c'est la contradiction suivante, et je me permets d'ailleurs, la notion de culture n'est pas du tout bien construite en sciences sociales. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne peut pas dire la société comme si c'était un être organisé comme un être humain, comme les, voyez, façon anthropomorphique. En fait, il me semble que la culture collective fonctionne de façon discordante, voire contradictoire, sans aucun problème, avec des champs de tension en fonction des évolutions. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit « à votre santé avec un poison ». Aucun problème, si vous voulez, aucun problème avec les contradictions. Et de même que du point de vue du langage verbalisé, des commentaires écrits ou entendus dans une société qui multiplie les commentaires sur elle-même. On entend les conseils, pas plus de 3 verres, le tabac c'est très mauvais, tous les conseils de bonne santé, mais de façon non verbale, me semble-t-il, hypothèse fragile, de façon non verbale, des images dans une société où la technologie enveloppe d'images le corps humain de façon exceptionnelle au plan historique, et dès la naissance, et dans la solitude de la salle de bain est un lieu inventé historiquement, ainsi que le miroir, donc les possibilités technologiques de reproduction du corps de soi, de son propre corps. Et donc, si vous voulez, toutes ces images enveloppes de fiction, de BD, il faudrait accepter d'avoir une idée de la culture, non pas populaire, mais disons majoritaire, envahissante. La culture adressée à la jeunesse montre des corps jeunes et beaux. Alors, si je pose la question de Paul Venn, est-ce qu'une société affiche sur ses murs ou sur ses écrans des valeurs ? Non, mais oui, quand même. C'est quand même. Nous sommes, regardez, sortons, voyons un kiosque, entourés de figures de beauté contemporaines. Et 5 minutes, Véronique. Comment ? 5 minutes. D'accord. Et donc, de mon point de vue, cette esthétique qui instrumentalise le corps de la jeunesse et qui l'enveloppe, qui le longe d'une certaine façon, a à voir, sur 2 volets, l'adjectif extrême sur lequel j'avais travaillé et toute cette culture de la virilité, du sport, d'aller au bout, etc., qui tend à quelque chose de très séduisant, de libertaire, de rebelle, d'antisocial, tout nu sur la plage, etc., au bord des abîmes, 1. Et 2, pour les femmes, la minceur, la beauté, comme injonction majeure pour elles, spécifiquement. Et je trouve qu'il faut inscrire les TCA, les troubles du comportement alimentaire, dans la grande famille des addictions, parce que je trouve qu'il ne faut pas que les femmes n'interviennent dans le champ des addictions et de la santé que seulement sous l'angle de la grossesse, toujours un fils imaginaire, la grossesse, etc., et la maternité. Elles sont présentes aussi sous cette forme gravissime mais moins visible, qui crée moins de désordre, mais qui crée beaucoup de catastrophes. Alors, donc oui, voilà. En fait, on va passer, je vous le laisse le lire tranquillement parce que c'est un peu ce que je viens de dire. J'ai donc dû zapper celui d'avant. Attendez, juste un petit coup de... Oui, bon. C'était sur les ivresses juvéniles. Les parents boivent plus et se saoulent moins, et les jeunes se saoulent plus mais boivent beaucoup moins. Et les courbes en France baissent, ce qui n'est pas vrai au Brésil, en Afrique. Donc, si vous voulez, l'affaire est compliquée, mais disons que c'est vrai que les ivresses juvéniles posent des tas de questions, mais à ne pas confondre, comme font les parents anxieux, que leur propre panique rend un peu hallucinés, et que ne pas confondre l'horreur de la trajectoire de perdition
de l'addiction avec la sortie nocturne un peu rock'n'roll. Donc ça, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'avance puisque j'ai plus que 5 minutes. On y va. Il reste 2 minutes, mais c'est Voilà. bien parce qu'il va y avoir plein de questions. Conclusion, voilà. Bon, le premier chapitre, c'est un peu le traitement de cette phrase. Toute société connaît ou met en scène les psychotropes. Attention, nulle étude ne l'a vraiment démontré. C'est moi qui l'avais pensé. Dans les années 80, je me suis dit, bon, en fonction des sociétés connues, et si on met dans la classe des familles de vertige psychotropiques, la danse, et toutes ces choses-là, les champignons, etc., il semblerait que ce soit aussi partagé que l'écart entre temps de travail et temps de fête. Et c'est un écart très important parce que c'est un écart aussi qui clive tant de la normalité un peu grise et tant exceptionnel d'une différence, alors que rien ne change. Mais on passe à la fête, vous voyez, ça c'est des bascules. Alors, bref, tout ça pour dire que on pourrait vraiment réfléchir à cette question. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut rétrograder. Il faut demander aux étudiants de faire des thèses pour nous démontrer ça. Maintenant, on a les moyens informatiques de le faire. Mais si vous voulez, quand même, il semble peu pertinent du point de vue de l'anthropologie, à mon sens, d'imaginer une éradication, une impossibilité, une abstinence totale et que l'espèce humaine tourne le dos aux conduites de vertige psychotropique. Ça semblerait donc peu plausible. Donc il ne reste que la réduction des risques, je soutiens. Voilà. Et je voudrais donc, de même que je trouve qu'il faut penser aux problématiques féminines, non pas seulement en tant que mère, etc., mais en tant qu'actrice, qui ont des rêves d'identité, qui font des choix, je voudrais aussi mettre sur le tapis cette question fondamentale, qui n'est pas une blague pour le XXIe siècle, d'élargir la famille des addictions inquiétantes avec des substances psychotropiques extrêmement virulentes, comme le pouvoir. Et donc, quand quelqu'un est au pouvoir, il ne peut plus le quitter. Il préfère tuer sa propre population. Les épouses ont des conduites d'addiction avec les chaussures, les bijoux, eux-mêmes avec les œuvres d'art, les maisons, les palais. Ce sont des êtres, ils ont des délires hallucinatoires, qu'il faut éliminer ceci, qu'il faut éliminer cela. C'est très inquiétant et je demande aux psychiatres solennellement de se mettre au travail. C'est l'addiction qui menace le plus la planète, il faut le savoir. Et de même qu'il existe une sociopsychologie, je demande à ce que soit créée une sociopsychiatrie. Vous l'appelez comme vous voulez. Sur ces conclusions... C'est pas de l'arrivée là. 10 minutes pour le débat et 5 minutes avec notre community manager qui est Jean Maxence, qui va reprendre les questions du web. Alors, des questions d'abord pour la commission d'audition. Non ? C'était pas clair. Vous avez pu lire un peu ou c'était un peu... Non, hein. Non mais... Véronique, est-ce que la politique de réduction des risques, comment s'inscrit-elle dans cette société addictogène, cette société au fond qui crée toutes les conditions de survenue de l'addiction, et comment la réduction des risques s'intègre dans une société qui crée en même temps les conditions de l'addiction et en même temps qui crée les conditions de la réduction des risques? Comment est-ce que la société, même au sens abstrait du terme, peut, de façon contemporaine, intervenir dans cet état schizophrène? Disons que du point de vue, mettons, des sciences sociales, je n'ai aucune imagerie de programme qui, de toute façon, ne peut pas être imposé, sauf catastrophe et rétrogradation politique, mais si vous voulez, qui ne peut pas être imposé. Je pense que tout ce qui a été dit ici, c'est-à-dire cette question du cas par cas, là on rejoint la problématique du temps réel et de la scène, de la situation. Le fait que les professionnels à tous leurs échelons, dans tous leurs cercles du soin, quel qu'il soit, et de l'accompagnement, comme on l'appelait, soit un peu ce que disait Philippe Bataille, un peu soit acceptent d'être à cette espèce de proximité un peu dangereuse pour eux, parce qu'ils prennent des coups aussi, mais de proximité avec le sujet dont on parlait,
et la valeur du cas par cas, c'est-à-dire faire le deuil de la recette générale. Donc, là, en gros, je n'ai rien d'autre à proposer que ce qui est proposé ici depuis une trentaine d'années, depuis la grande Nicole Maestracci, depuis, voilà, il faut continuer dans cette voie. Je ne vois pas d'autre voie hein, d'intelligence et d'efficacité, je ne vois pas d'autre voie. Mais disons que je pense qu'il y a un lien entre cette espèce de mouvement, cette espèce dont parlait Philippe Bataille, de mouvement vers le sujet finalement, même si c'est impatient, et de mouvements un peu compliqués. Hein. C'est pas que de la morale et de la gentillesse, on n'a pas besoin de gentillesse, mais le prendre au sérieux, penser le cas par cas, quitte à faire le deuil d'une théorie verrouillée. Peut-être ça, c'est pas très gai, mais peut-être ce serait pas si mal. D'autres questions ? Est-ce que vous pourriez préciser cette histoire de temps festif et temps de travail, en particulier chez les jeunes pour lesquels l'accès au travail est une difficulté? Et accessoirement, est-ce que vous pensez que la limitation des mandats pourrait être un facteur de réduction des risques? Alors là, vous avez un peu... Bon. Disons que c'est toujours difficile pour les sciences sociales de compacter en 3 phrases, et ça devient une généralité vague, alors que ça voudrait être un constat fragile après des décennies de boulot collectif. Je pense que pour l'époque contemporaine, il y a de classe moyenne et vivant dans des zones périurbaines, avec les technologies de mobilité qu'on connaît, il y a des changements dans les façons de faire la fête, alors qu'on a une espèce d'imagerie de la fête villageoise, le bal, etc., qui existe toujours, qui est lié à toute une série de conditions. Mais si vous voulez, là, le jeune qui actuellement, le vendredi soir, claque la porte en disant « je sors », où va-t-il? Les parents disent « garde ton portable ouvert ». Non, il est important. Il se désaffilie, il quitte le... que fait-il? Où va-t-il? Les parents deviennent fous. Jusqu'à 5 h du matin, il a dit qu'il rentrait, s'arrache les cheveux. Les parents boivent en tapant la tête contre les murs. Et le jeune, lui, il tourne avec les potes, bien sûr. Il est dans cette espèce de... C'est pour ça que la cuite réussie, c'est aussi une très bonne idée. C'est parce que la fête peut être ratée. La fête est une épouvantable épreuve de solitude en face d'autrui, où les psychotropes sont très utiles. Si elle est ratée, c'est l'ennui mortel, qu'il faut étudier du point de vue sociologique, sur lequel j'ai un peu travaillé. Et donc, si vous voulez, le risque de l'ennui dans la fête, c'est-à-dire l'ennui au moment où il devrait y avoir le contraire de l'ennui, c'est mortel, ça. On préfère accélérer avec la bécane, se saouler, plus de la solitude, l'ennui là-bas. Vous voyez? Et je pense que les formes festives, du coup, les fêtes, on les voit se démultiplier, l'heure de la fête recule, jusqu'à ces fêtes qui commencent à 7 h du matin dans la péniche concrète, au bord de la Seine, la fête techno, ça commence le dimanche à 7 h du matin jusqu'au lundi 6 h du soir. Si vous voulez, la nuit recule jusqu'au jour, on ne sait plus où on fait plusieurs nouvel an, plusieurs fêtes du 15 août. Le moment excitant, c'est quand on saute sur la moto et qu'on va un peu trop vite, un peu bourré. Vous voyez, la fête a subi un décadrage. Si on prend le mot de cadre, la notion de cadre au sens de Goffman. Et dans ce décadrage, la jeunesse anomie quitte, et surtout si elle a vu, le monde de l'enfance. Et le monde de l'enfant peut être dans sa tête. Et c'est là où boire est intéressant. Et donc, mais c'est très mal, il ne faut pas le faire. Et donc, parce qu'après on va me dire, ah oui, vous êtes... Et donc, si vous voulez, ces formes festives contemporaines, décadrées, où le programme s'invente pas à pas avec le risque de l'infamie secrète, de la solitude et de l'ennui dans la fête, évidemment, ouvrent un espace formidable aux consommations psychotropes, comme deuxième solution, comme plan B. Le psychotrope, l'alcool, c'est le plan B absolu. Il se passera quelque chose si on est beurré. Voilà. Il y a encore une question, Farid. Et puis peut-être Jean-Maxence, est-ce qu'il y aura des questions web? Pas encore. Bonjour, oui. Farid Guéwesh, merci de me donner la parole et je vais profiter de cet exposé formidable qui décloisonne un peu pour être un peu plus critique. Et en effet, c'est vrai que le cannabis n'est pas du tout présent dans ce débat, mais ça peut être en effet une porte d'entrée pour une véritable médiation et discussion entre les parents et les jeunes, plutôt que de chercher à savoir ce qu'il a fait dans la nuit. On se pose en discutant du cannabis, et peut-être qu'en sortant justement des clichés, c'est le danger, c'est le poison de la jeunesse, on arriverait peut-être
faire passer plus de messages d'éducation, etc. Donc moi, en fait, c'est là où je voulais intervenir, c'était justement pour signaler qu'il y avait les Cannabis Social Club qui sont une solution où on pourrait amener les parents, la médiation avec les pères, etc. Je me suis pris des coups parce que j'ai osé dire qu'on pourrait imaginer les Cannabis Social Club ouverts à des enfants mineurs accompagnés de leurs parents, ce qu'on a largement intégré par rapport à l'alcool pendant des années, pendant des décennies. Et bon, pour le coup, on n'arrive toujours pas à envisager ça parce qu'on est encore dans le champ de licite, illicite. Et en effet, on n'arrive pas à en parler. Juste pour dire que quand même, ça se développe un peu partout, ces Cannabis Social Club. Et je suis désolé d'être intervenu comme ça de manière un peu intempestive, mais je voulais essayer de le faire ce matin pour le faire de manière plus appropriée. Mais dans les champs des évolutions, et si on regarde la réalité aujourd'hui, il est important de regarder de manière plus précise ce qui se passe au niveau du cannabis, de ce qui se passe au niveau des usagers de cannabis, de ce qui se passe au niveau des pratiques liées au cannabis. Et entre autres, avec les Cannabis Social Club, on aurait un véritable outil pour avoir toutes ces recherches. Et donc j'invite tout le monde là ici à s'interroger sérieusement sur la place du cannabis dans le rapport à la réduction des risques, etc., par rapport au fait que ça puisse être une porte de sortie. Et donc, voilà. C'est donc plus une proposition qu'une question. Mais voilà, est-ce que Véronique veut réagir à cette proposition ? Je soutiens. Voilà. Catherine Bernard, s'il vous plaît. Oui, j'ai sans doute pas tout compris, mais parce que vous avez évoqué, par exemple, l'alcool comme plan B pour une soirée. Et en même temps, j'avais compris à d'autres moments de votre propos que l'alcool ou le vertige des psychotropes, c'était le plan A. Alors du coup, je me demande, puisque vous finissez en disant que c'est un plan B, comment on pourrait avoir un plan C, quoi ? Oui, c'est une très bonne question. Disons que c'est dans l'espace de la fête, le plan B, c'est vraiment du point de vue de l'ethnologue qui suit les jeunes qui sortent, jusqu'au petit matin. Et si l'ennui menace, ce que j'appelais l'ennui, qui n'est pas psychologique, qui à mon avis est lié à autre chose, il est toujours possible de se saouler. En ce sens, c'est un arrière, si vous voulez. Bon, c'est en ce sens que j'ai appelé plan. Si le plan A, qui était faire la fête, la rencontre, l'aventure intérieure, foire, parce que c'est épouvantable. Eh bien, si ça foire, la musique, elle est bon. Et eh bien, il y a ce plan B. Et si on se saoule, la fête aura été vécue, on racontera la biture exceptionnelle, ratée ou réussie. Là, on ne sait pas. Mais c'est que la fête était ratée. Voilà. En ce sens. Sinon, du point de vue de la place, en réalité, l'alcool et les psychotropes, d'une façon différentielle, mais l'alcool, puisque c'est le psychotrope licite, a toujours un rôle secondaire de contexte dans la scène, du point de vue de l'ethnologie, mais même de l'anthropologie. Il se passe quelque chose où il y a des acteurs, et il y a bien des faits de violence où les gens n'ont pas bu quand même. Il ne faut pas non plus l'alcool. Et le mari qui bat sa femme quand il abuse, c'est que même à jeun, il est dans un système culturel où il pense « bat ta femme, tu ne sais pas pourquoi, mais elle le sait ». Donc c'est la question de la virilité. Et l'alcool n'est qu'un étrange véhicule de cette transformation neurocognitive liée à l'invasion de l'éthanol qui fait que le mari, il lui donne le coup de poing et après il est content de lui ou pas content de lui. Il va voir l'alcoologue ou c'est une défaite parce que dans sa culture, ça n'est pas glorieux. Et pareil, quand la femme ivre de fatigue bat l'enfant, elle peut ne pas être contente d'elle après ou elle peut penser qu'il le mérite bien. Donc ce qui est central pour moi, c'est pas l'alcool. C'est pas l'ivresse de fatigue de la femme qu'il faut étudier. Mais bon. Mais c'est l'alcool et le contexte. C'est la culture et les catégories de croyances du sujet qui s'autorisent ou pas à la violence. Pareil pour la voiture. Il a bu, d'accord, mais il pense que le type qui le double sur la gauche a fait une injure à sa virilité, donc il accélère. Il n'a pas tellement bu. Voilà. Merci. Une question web ? Il nous reste 3 minutes. Mais je ne veux pas défendre l'alcool, entendez-moi bien. C'est l'alcool dans la société. Je suis contre, c'est pas bon l'alcool. Hein, c'est pas... c'est bon.
Il y a une question là qui paraît intéressante dans cette tension entre condamnation et exaltation, et sur fond de constante anthropologique. Un internaute se demande si on peut jouer, produire des effets sur ces mentalités ancrées dans le social et dans l'histoire. Est-ce que ça peut être un lieu d'optimisation par rapport à la question de la réduction des risques, les représentations elles-mêmes que vous avez évoquées? 2 minutes pour répondre à cette 2 question. minutes. Disons qu'il faudrait pouvoir, et vous savez, c'est un vieux serpent de mer ou c'est un marronnier tous les ans, c'est on va réformer les programmes scolaires, on va changer les mentalités, etc. Peut-être que ce sont des paramètres tellement différenciés, tellement hétérogènes entre eux, mais il est clair que la consommation massive d'une classe d'âge, par exemple à notre époque, d'un certain type de bande dessinée, d'un certain type de musique et de clips avec des figures du corps et une certaine séduction, avec un certain type de film qu'on revoit 10 000 fois, de musique qu'on entend 10 000 fois, en tout ça des espèces d'accrochage passionné à une culture que les parents ne connaissent pas. C'est sûr que si on pouvait jouer là, ce serait très fort, mais on n'y va pas, vous n'y allez pas. On va dire la publicité à la télé, mais la publicité à la télé, bon, elle joue avec les choses non conscientes. Et c'est très grave, la publicité. Je suis violemment contre les publicités. Mais si vous voulez, ce qui se passe à l'intérieur des objets culturels consommés avec passion et addiction, c'est là qu'il y aurait le levier peut-être. Nous allons garder cette question-là et inviter nos 3 suivants experts. Les 3 blancs.